bonjour à tous, mais quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances et de ce très très beau temps. On va en parler avec Marina d'ailleurs. Allez, au sommaire aujourd'hui un petit peu de théâtre. Hospitalière, c'est la pièce de Francis Saïki qui sera donc jouée mercredi 14, évidemment sur la scène de l'Aïd. Il est en plateau avec nous, il est accompagné de son comédien Serge Lipzik et ils vont nous présenter la pièce. Florian, mon petit Florian, vous vous interrogez sur les bienfaits du théâtre. Eh oui, c'est une activité assez sympa le théâtre, hein. Au-delà de vouloir devenir acteur, hein, on peut faire de belles choses. On en parlera après. Ce ne sont pas nos invités qui vont vous contredire. Non. Francesca, elle sera en direct de Bastia à l'occasion du centenaire de lutte contre le cancer. Il y a des petits ateliers qui sont organisés et on va parler notamment de ceux de prévention pour lutter contre les risques du tabac. À 13h, Amélie fait peau neuve. C'est le site de l'assurance santé. Il a été repensé pour simplifier vraiment la vie des usagers. On va en parler avec Fabrice Thor. Alors si vous avez envie de poser des questions à l'un de nos invités, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors on nous écrit sur Facebook. Vous veillez ? On veille, tel le faucon qui veille sur sa proie. Oula, vous me faites peur. Ouais, moi aussi. Sans oublier le retour de notre chroniqueur de l'Université de Corse. Bonjour Mathéo, tout va bien ? Très très bien. Profitez des vacances ? Oui. Vous avez eu vos examens haut la main ? On les a eus. non. Je sais. N'en parlons plus. Je peux dire que je les ai eu haut la main, ça va. Ouais, c'est bien, avec une belle mention. Je suis fière de vous. Merci. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Allez, si tout le monde est prêt, on démarre notre première partie d'INSEM. Messieurs, quel plaisir de vous recevoir. Hein, quel beau plateau. J'ai beaucoup de chance. Moi, aujourd'hui, à côté de moi, Francis Saïki. Alors aujourd'hui, vous êtes invité en tant que metteur en scène. Et auteur un peu. Et auteur, c'est pas faux. Accompagné de Serge, votre comédien. Bah oui. Vous avez dit oui. Hein? Vous avez dit oui à la pièce de Francis. Ah, j'ai dit oui, bien sûr. Ah, c'est incroyable. Alors, vous êtes là pour Hospitalière. Hospitalière, c'est donc le titre de votre pièce qui sera jouée le 14, donc mercredi, évidemment chez vous, hein, à l'Aïd. Vous jouez à domicile. Pour ceux qui ne connaîtraient pas d'ailleurs ce lieu qui est très singulier, qui est dédié à l'art, est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement? Alors, c'est un lieu qu'on pourrait appeler de proximité, puisque finalement, c'est un petit lieu et il permet justement un rapport très étroit entre public et artiste. Et c'est une de ses forces. Aussi bien en musique, aussi bien qu'en théâtre. Et c'est un lieu, en effet, qui se transforme, qui peut être pour un concert, donc concert debout, 280 places, théâtre, gradin, et puis sinon, on a aussi une possibilité de se transformer en cabaret, et là, c'est encore une autre ambiance. Hein. Voilà. Une institution. Ça fait 30... Combien ? On a dépassé les 30 ans, 30 là, ans, on a fait les 31, on va vers les 32, on va vers les 32 allègrement. Alors c'est un lieu qui est dédié donc aux arts, mais un lieu qui est parfaitement insolite pour une résidence d'artistes, c'est l'hôpital. Ah voilà. Et tout va commencer à l'hôpital. Là, il va falloir nous expliquer. Et de temps en temps, je suis invité dans ce qu'on appelle des résidences d'écriture. C'est-à-dire que je pars, je vais quelque part, et je reste je me construis une bulle, et on me construit une bulle, et je reste 2 semaines, 3 semaines, donc ça avec déjà... pour but d'écrire quelque chose. Ça a pu arriver à l'Aïd, par exemple. Vous avez reçu des artistes. On a reçu des artistes en résidence aussi, oui, des auteurs en résidence, c'est arrivé, mais pas aussi souvent que je voudrais. Par contre, la Creuse, là où je suis allé... Donc il y a un hôpital. Il y a un hôpital, et là, ils font régulièrement des résidences, ils invitent. Ça s'appelle Culture à l'hôpital, et c'est quelque chose qui dure et qui perdure. Quand même assez surprenant. C'est assez surprenant, d'autant plus... Voilà, j'ai pas dit oui tout de suite, hein, je vous ai dit quand on est dit hôpital... Comment ça, dans un hôpital? Je tiens tout de suite à dire qu'il n'est pas psychiatrique, c'est un hôpital général. Bon. Voilà, je dis comme ça, au cas où... Oui, un CHU en plus. Voilà, au cas où de mauvais esprit puisse... Donc, j'ai pas dit oui tout de suite, mais c'est vrai que l'idée c'était un mois de juin, que l'idée de pouvoir me payer le luxe d'être dans une bulle où je suis protégé, je suis nourri, logé, payé, tout ça, etc. Donc à l'hôpital, mais sans être malade. Hein. Sans être malade. J'ai trouvé ça assez hospitalier. D'ailleurs, le titre hospitalier vient de cette ambiguïté-là, dans les deux sens du terme, hospitalier, parce qu'ils m'ont reçu, et puis aussi parce que j'ai trouvé que ce petit hôpital de province avait quelque chose de très humain, de très hospitalier. Donc voilà, donc ça remonte à 2009. La résidence remonte à 2009. La fin de l'écriture à 2010, début 2011, et puis la première création, c'était la saison dernière. Voilà, en 16-17. Donc ça commence en 2009, ce sont des chroniques. Et finalement, ça deviendra une pièce de théâtre. Voilà, en fait, j'avais liberté totale. Quand j'ai dit, mais est-ce que je dois écrire sur l'hôpital? Elle m'a dit non, pas du tout. Tu écris ce que tu veux. Voilà, ce qui sera intéressant, c'est que quand même,
l'expérience que tu vas vivre puisse d'une façon ou d'une autre traverser ton travail. Bon, c'était assez vague, donc au début je me suis dit je vais faire quelque chose de complètement autre. Mais en attendant, parce que c'est bien beau d'avoir une bulle, mais il faut bien faire quelque chose. Oui, c'était pas des vacances. C'est joli, ça. C'est bien beau d'avoir une bulle, c'est bien pas beau, mal. il faut bien l'occuper. Alors je me suis dit, en attendant, tu vas écrire des choses que tu ressens. On des gens que s'inspire tu un peu de rencontres. l'atmosphère. Oui, c'est une chronique. Je me suis aperçu que j'écrivais une chronique, des chroniques hospitalières, et ça a été la première partie. Donc c'est un monologue. Alors, Oui, c'est devenu un monologue. c'est devenu un monologue. Le texte n'est pas un texte théâtral. Au départ, j'ai pas écrit pour le théâtre du tout. Alors, avant qu'on en parle, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un extrait pour voir un peu l'ambiance. Ambiance. Couloir désert, couloir désastreux. Quelques voix lointaines résonnent, mystérieuses derrière des portes closes. Un bébé pleure quelque part. Un sourire possible. Nous hâtons le pas. Couloir, ascenseur, ascenseur, couloir. Ah, pas besoin de GPS. Tout est bien indiqué. Destination de rêve en ce début d'été. Promesse de vacances exotiques. Partout des affiches. Invitation au voyage dans des lieux inconnus. Néonatologie. Orthogénie. Oncologie. Gériatrie. Service funéraire. Endoscopie, chirurgie viscérale. Chaque étage est un terminal avec sa salle d'attente coquette pour clients en partance. Au mur, des affiches vantant les destinations proposées, leurs atouts, leurs attraits. Quelques-unes retiennent notre regard. Embarquement sans retour. Ça donne plus envie d'aller au théâtre qu'à l'hôpital quand même. C'est une agence de voyage un peu C'est particulière. ça. Ah ouais. Une approche assez particulière, à la limite schizophrénique. Donc c'est un monologue, Oui. presque 1h30. Non. Ah, combien de temps Non, Non, ça dure garantie, ouais. 1h10. 1h10. Ah, 1h. Oh, pardon. Quand même. C'est un one-man show, en fait. Alors c'est en 2 temps. Oui, c'est en 2 temps, puis on peut pas vraiment parler de one-man show. Non, c'est une plongée, en fait. Il y a toute une première partie qui est une partie où j'ai le rôle de l'auteur, en fait, une sorte de documentaire, un peu de personnage naïf qui découvre un milieu extrêmement questionnant, angoissant, drôle aussi. Voilà, on a accès à plein de services, et donc il y a une sorte de découverte un peu comme ça qui est assez étonnante. Où il y a beaucoup d'humour aussi, de mise en distance. Et puis il y a une seconde partie, on va rentrer progressivement dans une seconde partie qui est une partie beaucoup plus intime en fait, beaucoup plus centrée sur un dialogue entre un père et son fils, et avec une manière de plonger dans des relations beaucoup plus intimes en fait. Donc, il y a donc 2 c'est temps. extrêmement riche, il y a vraiment 2 temps. Vous avez le voyage au cœur de l'hôpital, Ouais. qui est assez quand même drôle, et puis il y a une partie un peu plus chargée, riche en émotions, donc Voilà. ce que vous parliez. Qui est venu après, donc qui a été écrite après, parce que finalement je me suis retrouvé avec ces chroniques et je me suis dit bon ben voilà, tu as écrit des chroniques, c'est bien sympathique, mais il te manque quelque chose. Et j'ai laissé passer au moins 5-6 mois et puis la deuxième partie est venue. Est arrivé plus tard. Et elle est venue, elle se nourrit de la première partie, c'est-à-dire on retrouve des moments, des rencontres, D'accord. des personnages, voilà. Alors, ce que je vous propose, de faire avant d'en savoir davantage sur la pièce, c'est justement de parler du théâtre qui fait du bien avec vous, mon cher Florian. C'est Une autre ça. forme de thérapie. Hein. Voilà, on c'est peut ça. aller au Bon. théâtre ou... En gros, c'est vrai, on parle d'une pièce de théâtre aujourd'hui dans l'émission. Alors c'est vrai que le théâtre, ça peut être aussi une activité plutôt sympathique. Pas forcément pour des gens qui veulent devenir acteurs ou comédiens, mais ça peut être aussi, pas un passe-temps, on va dire, mais une activité. Tout à fait. Bon. Jusque-là, ça va. J'avais un peu peur quand même. Voilà, jusque-là, ça va. Bon, Donc, alors, prendre des cours de théâtre, ça peut être très enrichissant. Alors, je vous parle pas du tout de votre porte-monnaie, hein, et je ne vous dis pas que vous allez devenir Francis Huster du jour au lendemain, mais des sensations et des frissons, vous allez en avoir. Peut-être que même que vous allez prendre du plaisir. Vous allez peut-être rencontrer ce genre de personnes qui s'essayent au théâtre, qui découvrent et puis qui s'épanouissent. On donne beaucoup de cours de théâtre à Ah, là, l'âme, c'est vrai. entre autres. C'est vrai. Je l'ai lu ce matin. C'était facile. Voilà. Si prendre des cours de théâtre est un excellent moyen de développer des talents d'acteur, en général c'est le but, hein, comme on vient de le dire, et puis on fait ça en général pas par passion, c'est aussi un hobby grâce auquel on peut totalement s'épanouir. Alors il y a yoga, il y a aquaponie et il y a théâtre. L'autre avantage de cet art est qu'il sait remettre... Pardon ? Faites ce que vous voulez. Oui, oui, oui. Hein. Non, mais des fois, on essaie de tuer le temps. Donc bon. L'autre avantage de
cet art. L'autre avantage de cet art, c'est qu'il sait aussi remettre un petit peu les gens à leur place, du moins faire passer un message de valeur morale aux acteurs et surtout au public qui du coup le perçoit à travers la distraction de la pièce. Molière était un peu la spécialiste, le spécialiste de la... Non, c'était là, je vous... C'est possible aussi. C'était Madame Molière. Molière est un peu le spécialiste de la moralité à travers ses poèmes. En général, à toute fin de poème, il y avait toujours la petite moralité, la petite phrase qui vous remettait un peu à votre place. Hein. Non ? Genre, rien ne sert de courir, faut partir à point. Ouais, c'est bon, je savais pas, ça va, calme-toi. Voilà. Comme ça. Bref. Il faut voir ça comme ça. Voilà. On l'interprète comme on veut, après. Oui, tout à fait. Bref, le théâtre, c'est aussi la maîtrise du corps et de l'esprit. C'est un moyen super efficace pour apprendre, bien sûr, à prendre confiance en soi, hein, tout naturellement. Et on entend souvent cette phrase, hein, quand on discute avec quelqu'un. En général, on lui dit, ouais, bon, toi, t'es sympa, t'es ouvert, t'es marrant. Ben ouais, je fais du théâtre. Et en général, c'est ça. Donc du coup, on a peut-être envie de... Y aller, hein, mon avis. Sortez les rames. On est au milieu du Pacifique. Voilà. Ah non, on est en voyage aussi avec moi. Pas qu'avec vous, Francis. Et donc alors en fait, lorsqu'on se glisse dans la peau d'un personnage, on n'est plus vraiment soi-même. On se déconnecte totalement de la réalité et on se rend compte que ce qu'on réalise, c'est plutôt pas mal, hein, d'être dans la peau d'un personnage. Alors pourquoi pas le faire aussi dans la vraie vie? Ça permet de comprendre aussi des choses sur soi-même, de débloquer certaines porte et bien sûr de combattre sa timidité. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Oui. Oui, vas-y, dépêche-toi, finis vite. La fin était bien. La fin était pas mal. Pas trop le début, mais... C'est la fin qui compte souvent. Voilà. Alors je vous vois venir derrière votre téléviseur, vous vous dites, mais moi, me mettre à la rise au théâtre, même pas pour rire, jouer devant les gens. Alors ça, oui, vous allez être amené à rencontrer du monde et à partager justement cette peur de se livrer devant un public. Ça sera donc beaucoup plus facile, car vous allez donc tous vous donnez la main et sauter le pas à plusieurs. Normalement, ça devrait être plus simple. Faire du théâtre nécessite d'être capable d'apprendre un texte et surtout de s'y entraîner, ce qui peut être très bon pour certaines professions, voire même pour aider à trouver du travail. Je dis ça parce que rappelez-vous, Célia, on en parlait avec justement les programmes de Pôle emploi. Il y avait du relooking et il y avait aussi... Du quoi ? Du relooking. Et il y avait aussi cette façon aussi d'essayer de prendre confiance pour bien préparer son entretien. Donc ça peut en faire partie. Vous, Serge, est-ce que vous avez un truc pour retenir des textes? Là, vous faites 1h10 quand même de monologue. Il y a du texte quand même. Oui, 1h10. Voilà. Mais vous avez un truc pour retenir ou vous retenez assez facilement? Non, la mémoire, c'est un muscle, ça se travaille. Voilà, donc c'est une habitude un peu. Une habitude. Oui, c'est du travail quotidien. Et puis il faut, je pense, s'attacher à ce qu'on dit, comprendre pourquoi on parle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on apprend de manière... Il y a des gens qui apprennent les textes de manière mécanique, mais apprendre des textes par cœur, c'est pas spécialement les interpréter. Alors, c'est ça le problème. Il y a apprendre un texte et surtout le jouer. Hein, et c'est là que ça devient un peu compliqué. Il faut bien comprendre les mots pour pouvoir les interpréter et faire passer le bon message, qui est également celui de l'auteur de la pièce, hein, forcément. Et tout ça au spectateur, afin que lui aussi comprenne ce qu'il est en train de regarder, hein, c'est quand même le b.a.-ba. C'est donc un moyen de développer son expression orale et aussi de gérer le trac, car quand vous jouez devant un public, il faut faire abstraction du fait que l'on peut faire des grimaces ou exagérer des mimiques, hein, vous allez vous rendre complètement ridicule, il va falloir l'accepter et c'est là que vous allez avoir confiance en vous et la vie sera plutôt cool. Alors je ne sais pas si je vous ai donné envie de faire du théâtre, en tout cas j'ai fait de mon mieux, hein. Je vous invite donc à vous rediriger sur le net. Alors il y a pas mal de cours de théâtre et de compagnie en Corse. Il y a, alors vous pouvez bien sûr aller vous renseigner à l'AD. Hein. C'est très chouette. Voilà, il y a la compagnie Mine de Rien à Bastia, il y a l'Aria Corse à Pioggia, là, dans le Dioussane. Bien. Je salue mon ami Antoine Casanova qui y travaille. On embrasse Antoine. Antoine, pardon. Et le centre Ouborg à Ajaccio. Voilà. Merci Florian. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Pour cette théâtre-thérapie. Allez, on va retrouver Francesca, je vous le disais tout à l'heure, elle est en direct de Bastia à l'occasion du centenaire de lutte contre le cancer. Il y a plusieurs ateliers de sensibilisation qui ont été organisés, notamment un pour parler des risques du tabac. Salut ma chère Francesca, comment ça se passe à Bastia ?
Oui, Célia, bonjour à tous. Alors, vous le disiez, la Ligue de lutte contre le cancer fête ses 100 ans cette année et c'est la semaine nationale de lutte contre le cancer cette semaine, vous le savez. À cette occasion sont organisées plusieurs manifestations en France, bien entendu, et en Corse, en Haute-Corse notamment. C'est pour ça que nous sommes ici avec la Ligue. Bonjour Lucie Memi, vous êtes secrétaire générale de la Ligue Haute-Corse. Oui, salut à toutes. Et puis avec nous également aujourd'hui, Christian Sien, qui est addictologue, tabacologue. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici pour nous parler d'une manifestation qui se déroulera le 29 mars prochain, mais également pour rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent les objectifs, les actions de la Ligue. On fait un petit bilan. Ça a commencé quand la Ligue? En 1918 ? Il y a 100 ans, puisque cette année, c'est l'anniversaire, c'est les 100 ans de la Ligue. Et la Ligue a été créée par Justin Godard, qui était un visionnaire, un humaniste. Visionnaire humaniste, et ça continue toujours aujourd'hui. Ça continue puisque la Ligue est un acteur majeur dans la lutte contre le cancer. Alors, on rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent les actions de la Ligue et les objectifs. Alors, la Ligue a des ateliers. En fait, la Ligue propose différents ateliers avant, pendant et après la maladie. La Ligue est un soutien aux gens malades. Des ateliers, vous en parliez, c'est-à-dire des ateliers de quoi? Je crois qu'il y a de la gym, de la relaxation, plein de choses qui s'adressent aux patients. Alors nous avons des ateliers relaxation, des ateliers prise de groupe de parole pour aider les personnes. Nous avons un atelier pour la prévention nutrition, c'est important. Nous avons esthétique pour pour l'esthétique des personnes malades. Nous avons un atelier tabac. Alors comment on fait? On s'inscrit, on vous appelle Nous avons un bureau avec une permanente, une personne qui est en permanence ici et qui prend les appels pour les personnes qui veulent participer, s'inscrire. Et la Ligue fonctionne beaucoup avec les bénévoles et la générosité du public, ça c'est le plus important. Voilà, au cours de toutes les manifestations que vous organisez, que ce soit des vide-greniers, des concerts, des ventes de gâteaux, tout ce genre de choses, très important à rappeler également, et puis on le redira, vous comptez 700 adhérents en Corse, et on aimerait en compter un petit peu plus. Voilà. Et bien sûr plus, et puis aussi des bénévoles. Je veux dire que la Ligue fonctionne aussi grâce aux bénévolats. Alors, pardon. On est un petit peu limité par le temps. C'est le temps justement qu'il nous est imparti pour que vous nous expliquiez, vous, Christian Sien, comment vous fonctionnez. Je crois qu'aujourd'hui vous organisez une formation, c'est pour ça que nous sommes ici, de bénévoles de lutte contre le tabac. Tout à fait. La Ligue, donc nous proposons tout au long de l'année, si vous voulez, des consultations gratuites déjà qui sont subventionnées par l'ARS, la CTC, la MILDEC et qui s'adressent en particulier donc aux patients atteints de cancer, à la population en situation de précarité et aux jeunes jusqu'à 25 ans. Après, on a le côté prévention. Nous intervenons dans les collèges de Haute-Corse, dans les 16 collèges de Haute-Corse, et nous voyons en moyenne 1700 élèves de 6e pour leur expliquer de ne pas commencer à fumer. Alors comment on fait justement? Il y a beaucoup de jeunes qui fument aujourd'hui. Le tabac est bien entendu avec l'alcool un facteur de risque très important. C'est quoi la prévention concrètement? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? L'important, si vous voulez, la meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est de pas commencer. Bon, ça c'est une chose. Et puis il faut surtout aider les gens à arrêter de fumer parce que la nicotine est une drogue dure. C'est pour ça que c'est très difficile aux gens d'arrêter de fumer. D'accord, merci Christian Sien. On va rappeler justement à ce titre la fameuse manifestation organisée à Corté ce 29 mars prochain en partenariat avec la fac de Corté. Qu'est-ce qui va se passer, Lucia Memi? Alors nous avons une convention avec l'université et tous les ans nous organisons des rencontres, des interventions. Alors cette année c'est le tabac avec des éminents professeurs de Paris, de Nice, une philosophe. En fait le tabac un peu sous toutes ses formes juridiques, économiques, évidemment santé. Alors soyez nombreux à participer à cette manifestation le 29 mars à Corté pour vous informer et puis pour prévenir bien entendu de tous les risques de lutte contre le cancer. Merci à tous les deux. Bonne continuation, on compte sur vous et puis on compte sur vous aussi, tous les adhérents qui voudraient pourquoi pas adhérer à la Ligue et les bénévoles pourquoi pas aussi. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt, à demain. Ciao, à demain Francesque. Messieurs, est-ce que vous avez eu le temps de prendre des vacances ou de profiter du week-end? Des week-ends, moi je peux avec ce beau temps. Avec ce beau temps, on est bien d'accord. Moi j'ai travaillé en montagne sous la pluie.
Ah, ben voilà, au moins que ça serve à quelque chose. Bah parce oui, que c'est ce que je me dis aussi. paraîtrait que bientôt ce serait le printemps. N'importe quoi. Alors, comme on est tous sceptiques, elle s'est sentie obligée de venir se justifier en plateau et rétablir la vérité. C'est Marina et son point météo. Eh oui. C'est quoi ce travail? Alors, on va commencer. Avant tout, on va dire la vérité, le mauvais temps n'existe pas. Ce qui est mauvais pour vous est forcément excellent pour quelqu'un d'autre. Par exemple, actuellement, les agriculteurs, les pompiers sont très heureux. La sécheresse, on peut dire, eh bien, c'est réglé. En tout cas, la sécheresse agricole. L'hiver, alors l'hiver météorologique, décembre, janvier et février, a été vraiment bénéfique côté hydrologie, puisque le printemps météorologique commence le 1er mars. Donc, on est déjà dans le printemps, météorologiquement parlant. Voilà. Ça a été tellement bénéfique qu'on a eu, côté pluie, 150% de plus que la normale, que la moyenne, concernant ces 3 mois. Et bien sûr, le mois de février a fortement contribué, puisqu'on a eu 250% de plus de précipitations que la normale. C'est énormissime. Alors, c'est pas terminé, puisque les épisodes pluvieux se succèdent. Là, je vous l'accorde, c'est un mauvais temps pour nous, pour les téléspectateurs. Je me fais insulter dans la rue, j'assume. Je mets la casquette, chapeau, lunettes pour me cacher. Et dans l'open space. Et toi aussi, Flo. Et toi aussi, Flo. Je voudrais juste vous montrer la suite, donc la carte pour les 3 jours à venir. Je vous conseille vivement de profiter de cette belle journée du mercredi, puisque le soleil sera très généreux. Bien évidemment, cela ne va pas durer. Dans ce flux de secteur sud-ouest, à nouveau des précipitations, des averses et des orages. Jeudi et vendredi, avec en plus, je rajoute un vent d'ouest très très fort, 100, 110, 130 km/h. Donc voilà, c'est le printemps météorologique. Bref, mais intense, donc. Mais on est quand même très heureux et je les salue pour tous les pompiers qui m'écrivent, qui me disent bravo et merci pour nous et pour les agriculteurs. Voilà. C'est vous qui faites... Oui, parce que... Merci beaucoup, Marina, de ce petit point météo printemps qui n'arrive jamais. Allez, revenons-en à Hospitalière, la pièce qui sera donc présentée mercredi soir sur la scène. À l'abri, oui, de la pluie et de la tempête et du vent. Profitez-en pour y aller, il fait beau, mercredi, jeudi. Donc, ce que vous nous expliquez, d'abord des chroniques et ensuite, ça a basculé sur une pièce. Ensuite, ça a basculé sur ce qui peut être un monologue de théâtre. Alors, il y a on l'a vu, des passages très drôles et il y a des passages un petit peu plus lourds. Je vous propose de regarder un extrait. Tes paroles sont maladroites, le son de ta voix te surprend. Tu lui répètes que tu es là, avec lui, que tu ne bougeras pas, tu cherches autour de toi des points d'appui, des signes de vie, des gestes du quotidien. Tu n'en trouves pas. Que lui dire? N'importe quoi pour commencer. Tu parles contre le silence, tu parles contre le vide, tu parles contre la solitude. La sienne, la tienne. Tu parles contre la peur. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas de cela dont vous avez besoin tous les deux. Et puis, quelque chose en toi se déchire. Tes yeux se remplissent de larmes. Tu as mal. Là, c'est le second temps de la pièce. C'est la fameuse ultime déclaration d'amour. Voilà, oui, c'est l'histoire d'un fils et d'un père qui ne se sont jamais parlé quand ils pouvaient le faire. Et puis d'un seul coup, le père est en fin de vie, dans un coma, et le fils s'aperçoit qu'il ne sait rien et il commence à parler. Il commence à parler et à se raconter et à raconter. Alors l'espoir est que le père entend. D'accord. L'espoir est là et c'est vrai que c'est finalement aussi un hymne à la vie. Alors il y a des passages, on l'a vu, très chargés en émotions et d'autres quand même plus légers. Mais pas forcément. Enfin, on peut rire de tout. C'est pas qu'on rit de tout. C'est pas qu'on rit de tout. C'est qu'on sait très bien qu'à l'hôpital, par exemple, pour respirer, les internes font beaucoup d'humour et parfois de l'humour assez chargé. C'est pas toujours subtil. Donc c'est naturellement que le rire apparaît comme une façon de ne pas suffoquer. C'est quoi, c'est de l'instinct de survie? C'est l'instinct de survie et puis c'est l'équilibre de la vie. C'est une soupape, en fait. La vie, c'est une succession de tragédies et de comédies. Voilà, moi, je trouve que ce qui est très, très beau, en tout cas ce qui m'a beaucoup touché dans l'écriture, c'est
cette plongée à la fois dans l'intime et dans l'universel, parce qu'en fait c'est une histoire c'est notre histoire en fait, voilà, c'est l'histoire de tout le monde. Et donc tout le monde s'y retrouve. Et c'est très touchant, parce que c'est ce qui m'a vraiment... C'est moi qui ai... Il n'a pas eu de mal. Ah, c'est vrai, c'est dans le sens. C'est-à-dire qu'un jour, Francis m'a dit, j'ai écrit ce texte, ces chroniques et tout. Je lui ai dit, j'aimerais bien les lire. Et en fait, moi, j'ai vraiment... Vous ne l'avez jamais rendu. Non, mais j'ai vraiment... Je lui ai demandé. Ça m'a vraiment énormément touché quand je l'ai lu. J'ai trouvé que c'était, bon, voilà, très bien écrit, très, très sensible. Et à la fois, voilà, j'ai exprimé cette volonté de pouvoir le travailler. Et... il m'a accordé l'autorisation de pouvoir le dire. Oui, donc, il veille quand même. Pour la mise en scène, il veille. Oui, tout à fait. Non, mais après, on a construit le spectacle ensemble. Voilà, mais c'est une jolie rencontre. Ce que vous allez présenter mercredi, c'est vraiment la version finie. Puisque ça a commencé en 2009. Voilà. Et ça a évolué jusqu'à... C'est la première fois que vous allez la présenter Non, on a fait une étape de travail. On a fait une lecture d'abord. On a fait une lecture pour vérifier que vous allez bien, que les gens restaient dans la salle. On a fait une lecture. Ensuite, on a fait une première étape de travail, ce qu'on appelle un work in progress. Ouais. Et là, maintenant, on arrive... Parce qu'il faut dire que après Bastia, on va partir à Guéret, donc on va aller là où ça a été écrit, et on va aller jouer... vous allez leur restituer. Voilà. Leur restituer. Donc, pour moi, c'était un moment important que la boucle se boucle. Enfin, en tout cas... cette première boucle. Donc c'est l'avant-dernière étape avant d'aller leur proposer... non, on y va dans la foulée. Ah, dans la foulée Bastia, oui. D'accord. Quelques jours après Bastia. On rappelle, c'est mercredi à l'AD. C'est à quelle heure 21h. 21h. Et c'est vendredi aussi à Bastia. Et vendredi à Bastia. Toujours à 21h. À l'Albor. À l'Albor. Écoutez, le rendez-vous est pris. Merci infiniment d'être venu nous présenter cette pièce hospitalière. On va rester dans la thématique santé à partir de 13h. Mais l'idée, c'est éviter de vous rendre malade. Vous savez, à cause des formalités administratives qui sont un petit peu lourdes, eh bien, le site amélie.fr, c'est simplifié. On va en parler avec Fabrice Thor juste après le flash de 13h. À tout de suite.